Bon, comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est pas tellement la folie en ce moment niveau vidéo, et cette absence est due à un grand manque d'inspiration doublé d'une certaine démotivation. Parce que oui, vous l'entendrez un peu partout, la motivation c'est super important quand on fait des vidéos sur YouTube. Et encore, je ne suis pas connu et je ne vis pas de YouTube, donc si du jour au lendemain j'arrêtais de faire des vidéos, ça ne me poserait pas de problème et personne ne viendrait me pleurer. À part peut-être ma maman, et encore je pense qu'elle s'en remettrait sans problème. Mais voilà, se rendre compte qu'une vidéo sur laquelle on a bossé pendant plusieurs mois ne fait que 40 vues, ça fout un coup. Voilà, ça c'était la séquence où je me plains de ma pauvre vie de martyr. Mais j'apprends de mes erreurs et je me suis rendu compte, et là c'est un peu trop tard, que cette vidéo sur Amnesia, j'aurais peut-être pas dû la faire, que sur Amnesia. Mais ce qui est fait est fait. Alors au lieu de pleurnicher en disant bouhouhou, ma vidéo elle a fait que 40 vues, oh là là je suis vraiment trop triste, mais regardez comme c'est trop bien Amnesia, il faut que vous y jouez à Amnesia au lieu que vous perdez votre temps sur Fortnite, cultivez-vous un peu bordel de Dieu, il y a tellement de trucs mieux que ce jeu. Ouais mais Fortnite c'est gratuit, mais ferme ton clapet pauvre coprolite. Rends-toi compte qu'avec tout l'argent que tu as dépensé dans ce jeu en skin, taunt et autres accessoires d'une utilité aussi puérile que déconcertante, tu aurais pu acheter 27 fois Amnesia Collection. Voilà, je ne vais pas faire une introduction juste pour dire ça. Quoique je crois que c'est exactement ce que je viens de faire. Donc désormais je vais essayer de ne plus faire des vidéos trop centrées sur un seul sujet ou sur une seule œuvre ou artiste en particulier. Désormais je m'ouvre, on va donc parler de sujets plus vastes. C'est un peu le renouveau avec 2019, on change un peu la recette. Un petit peu en retard. Alors, c'est bien beau de dire que je vais essayer de faire des vidéos plus vastes, mais le passé me l'a prouvé, vous n'êtes pas toujours au rendez-vous, bande de petits coquins. Alors quelle est la solution? Faire des vidéos sur des sujets plus vastes sans trop m'étendre? La blague, et c'est moi qui devrais me retenir de trop en dire. N'importe quoi. Quand j'ouvre ma gueule pour répondre mon avis suprême autour de moi, je le fais pas à moitié. Alors je vais faire des vidéos longues du coup, sur des sujets vastes, vous l'aurez compris, et si vous les regardez pas, tant pis pour vous. Et donc on commence avec du seinen manga. Et à la base j'avais déjà commencé à écrire cette vidéo en octobre, et je me suis rendu compte que ça allait pas. Alors j'ai tout supprimé, soit tout de même 3 pages de rédaction en police Arial, en taille 11, avec au milieu une blague sur Brooklyn Nine-Nine. Le seinen manga est, avec le shonen et le shoujo, l'un des 3 grands genres majeurs du manga. Donc pour les définir rapidement, le shonen représente les mangas de baston et d'aventure, respectant des codes bien précis, devant donc jouer avec cela pour se démarquer des autres. Il met généralement en scène un héros, souvent dans un univers totalement différent du nôtre, qui va chercher à accomplir une quête, et qui va devoir surmonter différents obstacles avec l'aide de ses amis. Le pouvoir de l'amitié. Le shoujo lui met plutôt en scène des jeunes personnes, souvent lycéens, se perdant dans des histoires d'amour alambiquées, et donc finalement le seinen, sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, et que je vais définir plus précisément un peu plus tard. Alors c'est un peu un abus de langage de parler du seinen comme d'un genre, parce qu'à la base des bases, c'est un terme qu'on a donné au manga qui visait comme public les jeunes garçons. Né dans les années 1946, il a comme auteur majeur Osamu Tezuka, qui va quelque peu définir les codes graphiques et narratifs du seinen. Enfin du futur seinen, parce que ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque. En effet, celui-ci va d'abord être baptisé Geikiga vers les années 50 lorsqu'il monte un petit peu en puissance. Geikiga qui signifie littéralement image violente. Donc voilà, littéral. C'est le mangaka Yoshihiro Tazumi qui va lui donner ce nom. Ce premier nom. Donc là, le but du Geikiga, c'est d'abord d'expérimenter un nouveau concept, un nouveau style, avec des nouveaux codes. Le terme seinen va être donné dans les années 1960 par les éditeurs qui, friands de nouveautés, vont chercher à cibler un public plus mature, généralement plus masculin d'ailleurs. Et du coup, cet apogée du seinen va entraîner une grande déclinaison des magazines qui vont chercher à cibler avec plus de précision un public masculin et adulte. Précisons tout de même que toute l'histoire du seinen que je viens de vous décrire provient uniquement de la page Wikipédia du dit seinen, parce que faute d'avoir recherché en tapant seinen histoire sur Google, ne vous attendez pas à trouver fortune et passion. Et du coup, c'est quoi qui va vraiment définir le seinen pour de vrai? Il est très souvent confondu avec le shonen, puisque les deux genres ont beaucoup de similarités. Mais le seinen va avant tout présenter une intrigue plus réaliste, avec une meilleure mise en page et une plus grande utilisation de la trame. La trame, exemple, là, maintenant, voilà, ça c'est de la trame. Les histoires sont d'ailleurs beaucoup plus sombres, tantôt horrifiques, tantôt très violentes, se rapprochant même parfois du gore. Notez d'ailleurs que certains seinen préfèrent se transformer en pompe à sang, nous giclant des organes et des viscères toutes les 2 pages. Se rapprochant un petit peu de ce qu'on appelle en cinéma le genre du torture porn, c'est-à-dire un genre qui va avant tout chercher à attirer un public friand d'organes et de viscères. De partout, là, exploser, du sang. C'était un très bon exemple de torture porn. Parce que vous avez beau le détester au lycée, Émile Zola était un précurseur et avait déjà défini à son époque le terme de curiosité morbide pour définir les quelques personnes qui s'en allaient gaiement, fut un temps, découvrir à la morgue les quelques cadavres exposés par-ci par-là, publiquement à la vue de tous, comme s'il s'agissait là d'un film, d'une exposition ou retranscrit à notre époque d'un seinen manga MDR. Mais au lieu d'essayer de manier ce style avec parcimonie pour redonner quelque chose de bien comme semblent en avoir été capables les premiers sauts, du côté du seinen manga ça s'apparente souvent à du fanservice badigeé d'hémoglobine. Tu te souviens de ce que c'est le fanservice? Hein? Tu t'en souviens?
Bon du coup forcément tout ça donne pas une très bonne image du seinen manga qu'on apparente plus souvent et plus généralement à du manga horrifique. Ce qui est faux, il faut pas faire ça parce que ça se décline beaucoup plus et ça donne des trucs très bien. Des trucs très bien comme par exemple ça, et vous pouvez pas le voir parce que le cadre n'est pas assez bas. Mais là il y a des bons seinen manga et je vais en parler tout à l'heure, vous allez voir, je suis en train de sortir du cadre. Seulement voilà, le style littéraire se décline en plusieurs facettes, dont celle du manga. Le manga se décline lui-même en plusieurs facettes, dont celui du seinen. Et le seinen lui-même se décline en d'encore plus petites facettes, presque invisibles à l'œil nu. Ha, n'attendez pas celle-là. Et certains auteurs n'hésitent même pas à rapprocher très beaucoup certains genres pour donner des œuvres d'un nouveau style. Et c'est bien, c'est tout ce qu'on demande, du nouveau, du renouveau, comme ça, là, paf, hop, 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 hop. C'est le cas notamment de deux mangas très populaires, Tokyo Ghoul et L'Attaque des Titans. Ces deux mangas, sortis respectivement en 2011 et 2009 au Japon et 2013 en France, ont la particularité de s'apparenter à la fois au style seinen et à la fois au style shonen. Et là, normalement, il y a un montage stylé avec les noms qui apparaissent. Ouais, si j'y arrive. L'Attaque des Titans est un manga audacieux qui tente plein de trucs et qui dès le départ nous pose un contexte invraisemblable qui te fait te demander comment ce truc informe sans bras ni jambes va faire pour vivre plus de 12 heures. Parce que bon, le postulat de base c'est quand même un univers où l'humanité a été repoussée derrière des murailles de 50 fucking mètres de haut, sortis probablement du cul de Trump parce que personne ne connaît leur origine. Alors que bon, à part peut-être si le scénariste de ta vie c'est Marc-Antoine Mathieu, des murs de 50 mètres de haut qui encerclent tout un pays, ça pop pas comme ça du jour au lendemain. Murs qui au passage permettent aux derniers humains, coucou la belle bleue, de se protéger des titans, des gros monsieur et des grosses madames qui en dehors de leurs expressions faciales capable de te faire te sentir violé au plus profond de ton âme parce que ce gars c'est tout de toi, il est à l'intérieur de toi et voit tout ce que tu as fait de mal et il te juge pour ça, sont grosso merdo caractérisés par leur anthropophagie incontrôlable. Alors je viens d'aller checker sur Wikipédia et apparemment l'anthropophagie c'est le fait de manger des humains. Et du coup nos pauvres petits humains se sont développés technologiquement pour pouvoir continuer d'évoluer. Et voilà pas que paf, un beau jour on détruit le mur avec un titan géant, on tue le héros et hop, ça commence. Alors c'est un tantinet archaïque mais c'est comme ça que je résume Attaque des Titans. Donc déjà dès le départ ce scénario camouloxesque pose un grand nombre de questions que la série va s'efforcer de démêler une par une. Et bah mon cochon elle s'en sort bien. L'Attaque des Titans nous tient en haleine tout le long sans jamais nous frustrer parce qu'elle nous tient la main en permanence, donc du coup, on n'est jamais perdu. Et ça, c'est bien. Ce qui est vraiment fou, c'est que cette série arrive à s'éparpiller en plusieurs arcs narratifs en même temps sans jamais perdre le lecteur parce qu'ils se réunissent tous à un moment ou à un autre et donnent un sens à chaque question qu'on se pose dans la série. Les personnages sont vachement bien foutus, ça c'est assez logique, et finalement on a presque l'impression que les dialogues ne sont pas écrits, que les personnages parlent d'eux-mêmes. Et ça c'est fort parce que quand même, pour donner cette impression, faut... Fou, il dit oh, hein? Allez, mais ce qui va vraiment faire d'Attaque des Titans une œuvre particulière, c'est sa capacité à nous emmener là où on ne s'y attend vraiment pas. Mais genre, pas du tout, mais alors là, mais... on est loin. On est loin, c'est... Waouh! Mais... Waouh! Et waouh! Parce que le point central de l'histoire de l'Attaque des Titans, c'est pas tant la survie face aux titans, parce que ce problème il est déjà résolu alors que le manga commence. C'est plutôt de chercher à savoir pourquoi, comment, qui ou comment, enfin, je l'ai déjà dit. T'es débile toi. Ainsi, l'Attaque des Titans n'est pas tant une série qui va parler des méfaits de l'anthropophagie, et qui va plutôt parler d'autres sujets comme la vie en société face à une menace a priori invincible, la corruption et l'usurpation d'identité au sein d'une monarchie, ou la légitimité des menaces territoriales. Tokyo Ghoul de son côté nous livre un pitch beaucoup plus simple, mais néanmoins très intéressant. On va en parler. Je vais en parler, parce que vous ne parlez pas. Vous êtes... Vous ne pouvez pas me parler. Arrête, tais-toi. Arrête. Et tu comprends bien que ça ne sert à rien. Je ne peux pas t'entendre. Je ne t'entends pas. Tais-toi. Mais t'es débile. Parce que c'est un écran. Ouh, hop là, il y a des bords ici, tu ne peux pas me parler, je ne t'entends pas. Arrête, il n'y a que moi qui parle. Toi, tu m'entends. Oui, bah oui, sauf si tu coupes le son. Pauvre débile. Donc arrête de parler tout seul, parce que tu vas vraiment finir par te ressembler à un timbré, ok, à parler tout seul dans ta chambre face à un truc qui fait un écran. Oh merde. L'histoire se situe au Japon, et plus précisément dans la ville de Misawa, je déconne! Dans un univers où des créatures à l'apparence humaine, appelées ghouls, se cachent parmi la population et se nourrissent principalement de chair humaine et de café. Ne me demandez pas pourquoi le café, je n'en sais foutrement rien. D'autant plus que c'est vraiment, mais alors, dégueulasse, le café.
Bon, bah ça lui apprendra à critiquer le saint café. C'est ainsi dans ce monde en harmonie parfaite que notre héros, Ken Kaneki, un jeune humain étudiant, charismatique et imposant, va vouloir se lancer dans des études de droit afin de défendre du mieux qu'il peut les humains comme les ghouls, afin que plus jamais les inégalités ne régissent ce monde. Mais non, je déconne! En fait, le héros, c'est une petite merde qui a jamais pécho de sa vie, et du coup, il se jette sur la première meuf qu'il croise. Et là, pas de bol, c'est une ghoul. Du coup, elle veut le bouffer. Bon, là, du coup, pas de bol, après, elle meurt parce qu'il y avait un chantier mal branlé au-dessus de sa gueule qui s'est écrasé dessus. T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée d'accrocher les poutres en béton avec du scotch? Et du coup, Ken, en train de crever dans son propre sang, se fait opérer par un médecin un peu foufou, probablement fan de crossover entre Dexter et Dr House, qui s'est dit que c'était une bonne idée de lui implanter les viscères encore chaudes de la demoiselle directement à l'intérieur de son bide. Bon alors, Corentin, concernant ta greffe des poumons, alors on a eu un petit imprévu. En fait, le gars qui devait nous apporter les organes est en fait livreur Deliveroo à mi-temps. Du coup, il s'est trompé, il nous a apporté des sushis. Donc on a fait avec, on t'a mis des branchies. Voilà. T'es content, Corentin? Non, ne me remercie pas, tu sais, c'est mon boulot, ça. Oui, alors du coup, on t'a mis dans un aquarium, j'espère que ça te plaît, hein. Pourquoi il est sur le dos, Corentin? Quelqu'un a pensé à activer la pompe? Du coup, résultat, notre loulou, il va de... Oh, bordel de merde! Bon alors, suite à ce résumé assez apocalyptique de Tokyo Ghoul, posons-nous la question. Est-ce que c'est bien, Tokyo Ghoul? Bah ouais. Oui, si. Oui, si, non, si, ouais, si, allez, oui. En soi, le côté shonen de Tokyo Ghoul ressort beaucoup, parce qu'on a beau être dans un univers extrêmement semblable au nôtre, on nous introduit quand même des personnages aux capacités surhumaines, avec des membres supplémentaires ou des résistances physiques très fortes. Du coup, autant dire qu'ils avaient à peu près toutes les cartes en main pour pouvoir se castagner la gueule. Alors, bien comme il faut. Et de la castagne, il y en a, et dans ce cadre-là, Tokyo Ghoul ne fait pas du tout dans la demi-mesure, et c'est là qu'il va beaucoup plus se rapprocher du seinen. Parce qu'un shonen aura beau faire popper de temps en temps quelques petites gouttelettes de sang par-ci par-là, du côté de Tokyo Ghoul, c'est de la décapitation à tout va, du meurtre réfléchi, voire de la torture, et est-ce qu'on aime la torture? Oui, on aime ça! Mais c'est une excellente question ça, Stéphano. En quoi les seinen se différencient-ils des mauvais seinen évoqués plus tôt, avec du sang qui gicle de partout et... Eh ben celui-ci ne cherche jamais à rendre ses scènes visuellement spectaculaires. Alors, évidemment, la violence est visible. On évite ici les gros plans sur les effusions de sang pour rendre ça très... Sblouk. Et puis pour le reste, Tokyo Ghoul est excellent, autant par sa mise en forme que par ses personnages. Son intrigue s'effilochant au fil du récit, entretenant à merveille les mystères pour toujours se réunifier parfaitement à la fin. Ça c'est beau. Le tout porté par un personnage principal complètement fou, mais je réaborderai le sujet des héros dans ces mangas un peu après, parce qu'on a de quoi dire des trucs dessus, donc. Alors, bon, enfin bref, c'est bien beau de parler d'Attaque des Titans et de Tokyo Ghoul comme ça, mais si je veux réussir à bien les réunifier entre eux, il faut que j'introduise un troisième manga, un peu moins connu. Et ce manga, c'est Ajin. Alors Ajin pour le coup c'est un seinen pur et dur, c'est assez difficile de le rapprocher d'une quelconque manière d'un shonen. Donc Ajin se déroule dans un univers assez proche, voire quasiment le même que le nôtre, si ce n'est que dans cet univers, certains individus appelés Ajin ont la capacité rêvée de certains d'être immortels. Que ce soit par une balle dans le cœur, par une décapitation ou par une déchiquetation à la broyeuse, impossible de les tuer. On va donc suivre le jeune Kei Nagai, lycéen ordinaire, mais qui va du jour au lendemain mourir, puis ressusciter quelques instants après, découvrant ainsi sa véritable nature, dont il ne soupçonnait même pas l'existence un seul instant. Est-ce que vous y croyez à tout ça? Moi non, moi j'y crois pas. Ah c'est vrai? Oh trop bien. Le problème étant que dans ce Japon fictif, les Ajin très rares sont recherchés par le gouvernement pour effectuer des expériences inhumaines dessus. Et oui, quand tu as un cobaye immortel, tu t'amuses. Bon là, la trame scénaristique un peu cliché, on la voit venir. Un jeune homme découvre du jour au lendemain qu'il est un Ajin, s'enfuit, découvre un autre groupe d'Ajin, sympathise avec eux, découvre qu'ils sont gentils et pacifiques, et va donc chercher à montrer au monde de façon non violente que les Ajin sont des personnes normales, qu'il faut accepter dans une société, parce que c'est ça, le vivre ensemble. Mais que nenni, si le premier tome de Ajin semble nous mener dans cette direction, c'est un leurre. Et heureusement, dès le début de l'histoire, Ajin nous prend entre quatre yeux et nous dit ça. Bon alors écoute-moi bien gamin, maintenant que j'ai réussi à capter ton attention, Tu sais que t'es pas crédible en méchant? Tu te tais! Je disais donc, maintenant que j'ai capté ton attention, on va tout changer. Tu croyais que tel ou tel personnage allait faire partie des personnages principaux? Non, trop simple. Tu croyais que le héros était quelqu'un d'altruiste, de gentil? Tu croyais que les personnes qui allaient le rencontrer allaient vouloir l'aider? Ça aurait été trop facile. L'histoire que tu t'es construite dans ta tête, je vais me faire un plaisir de la démonter sous tes yeux, et la remonter en quelque chose à laquelle tu t'attends vraiment pas du tout. Et sapristi, c'est tout ce que j'attends de cette série.
Ajin, c'est l'art de nous surprendre, l'art de nous emmener là où on s'y attend pas, quand on s'y attend le moins. C'est l'art de poser des règles et de les définir très clairement dès le début. Et c'est l'art de jouer avec ces règles, de les combiner, de les assembler, de les désassembler, de les tordre dans tous les sens, de les presser jusqu'à obtenir toutes les situations possibles et imaginables. C'est l'art de nous jeter à la figure des personnages fous avec des caractères gravés à l'intérieur même de leur âme et de leur corps. C'est beau ce que je dis. En bref, c'est l'art de faire un foutre dieu de bon seinen. Tout ça pour dire que Ajin, c'est quand même vachement bien. Alors, on a parlé de l'attaque des titans et de son univers apocalyptico-steampunk. On a parlé de Tokyo Ghoul et de son retranchement dans le seinen shonen sanglant, et de Ajin et de sa folie furieuse. Mais c'est quoi qui va rapprocher ces trois mangas? Et bien ces trois mangas, on peut les rapprocher sur trois critères différents. Discrimination. Étonnant? Pas tant que ça quand on y réfléchit bien. Dans chaque série, on a toujours un cas d'individu légèrement différent du reste de la population. Les humains capables de se transformer en titans, les Ajin ou les ghouls. Et ces minorités, on en fait quoi? On les exploite, on les tue ou on les torture. Et on va réaborder un petit peu la question des traitements plus tard, dans un autre point. Et ont tous également des énormes capacités de combat, la transformation en titan, les kaguns ou les fantômes noirs. Et c'est bien ce petit quelque chose qui va plus ou moins les rapprocher du shonen. Alors soyons clairs, Ajin n'a presque rien d'un shonen, mais on peut retrouver par-ci par-là quelques légers codes piqués à ce genre très populaire. Et ça se retranscrit surtout lors des combats ou de la description des minorités que je viens de vous faire. Parce qu'à bien y réfléchir, le cadre de l'intrigue de ces trois œuvres se situe toujours à peu près autour du même point. Une minorité d'individus se retrouve projetés dans un monde qu'ils ne connaissent absolument pas et dans lequel ils vont essayer de survivre alors qu'ils sont craints de tous. Suite à quoi chaque manga développe l'histoire qu'il veut, à sa manière, à sa sauce, à son bon burger, gras et dégoulinant de sauce et de viande. Parce que la consommation c'est important. Consommer un maximum et polluer notre planète. Jetez vos sacs en plastique directement dans la bouche des bébés phoques pour les tuer plus vite. Ceci était un message du ministère de l'écologie. Notez d'ailleurs que ni Ken, ni Eren, ni Kei ne commencent l'histoire avec leurs pouvoirs. Ils vont tous les accueillir ou les découvrir plus ou moins rapidement et apprendre à les maîtriser au cours de l'histoire. Et du coup, l'intrigue se resserre autour de ça. La découverte d'un nouveau monde avec l'aide d'individus qui, eux, le connaissent déjà. Et oui, je vous, alors on attaque le deuxième point, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le deuxième point de cette vidéo, qui est tout de suite un petit peu plus long. Il s'agit du point gentil, méchant. Dans quasiment toutes les histoires, on retrouve des personnages qui sont facilement identifiables comme gentils et d'autres facilement identifiables comme méchants. Et si le plus souvent on nous propose de suivre la première catégorie, il nous est parfois proposé de suivre le côté méchant, voire de faire une alternance entre les deux. Coucou Death Note. Notre trio Atojin, lui, va venir mettre de la farine dans le moteur. C'est une vraie expression, ça? Pas du tout! Dans chaque cas, on nous invite à nous poser la question suivante. Qui sont les vrais méchants? Qui sont? C'est qui les vrais méchants? Je suis sûr, c'est lui le vrai méchant! Il n'est pas gentil! C'est pas gentil d'être méchant. Alors du côté de Ajin, ça se résout un petit peu de lui-même, puisque la bande Asato a beau prétendre vouloir défendre le droit des Ajin, c'est ce qui les pousse à commettre les actions qu'ils font, ces dites actions sont des actes terroristes, donc difficilement défendables du côté gentil. D'ailleurs, juste parenthèse, on évoque Sato? Genre, on évoque le fait que c'est probablement le meilleur méchant de tous les temps. Fais gaffe, ta jauge d'objectivité est drastiquement en train de baisser. Non, mais je veux dire, c'est quand même le seul méchant qui fait du mal juste pour faire du mal sans que ça paraisse incohérent. Donc le Joker dans Batman, on s'en fout, c'est ça? Ça! Mais dans Tokyo Ghoul et dans l'Attaque des Titans, la question mérite d'être soulevée, bien que je ne l'aborderai pas dans le cas d'Attaque des Titans, puisque celle-ci prend place à un moment beaucoup trop éloigné dans l'histoire pour que je puisse en parler sans risquer de spoiler mortellement mon public. Public. Ça va le melon? Mettez-vous bien que tout ce que je vais décrire ici est tout autant applicable à l'Attaque des Titans, dans un autre contexte, un autre genre, et un autre moment durant le récit. Du coup, Tokyo Ghoul cherche réellement à nous montrer un double point de vue, à la fois le côté des ghouls et le côté des colombes. Les colombes, c'est le nom qu'ils ont donné aux flics, qui chassent les ghouls pour les tuer. J'essaie de donner un contexte, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'œuvre, et qui ont donc besoin que je leur inculque Je viens de taper mon micro, merde. Et tout ça nous amène vraiment à nous poser cette question. Dans un univers où vivent deux espèces intelligentes, dont l'une a besoin de tuer l'autre pour survivre, quel est le camp à défendre? Peut-on reprocher aux ghouls de tuer des humains si elles n'ont pas d'autre choix pour survivre? Non. Peut-on reprocher aux colombes de tuer des ghouls pour protéger d'innocents humains? Non. Et donc Tokyo Ghoul oscille en permanence entre ces deux camps pour bien nous faire comprendre que dans cet univers, il n'y a ni gentil ni méchant bien défini. Alors comme partout, il y a des extrémistes, des ghouls qui tuent plus d'humains qu'elles en ont besoin pour survivre, ou des humains qui s'amusent à faire volontairement beaucoup de mal à des ghouls avant de les tuer, pour le simple plaisir de les faire souffrir. Mais après avoir évoqué Zola, je vais citer Voltaire, qui nous a bien fait comprendre à travers Candide que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas très vrai, et qu'il y aura toujours des connards pour vous foutre des bâtons dans les roues. C'est un résumé assez irrespectueux de Candide, ça, non? Violence.
Pour qu'un seinen soit bien seinen, il a très souvent besoin de recourir à la violence, et c'est notamment le cas dans le trio Hyojin. Du coup, on va essayer de voir pourquoi et surtout comment. Bon, du côté de l'attaque des titans, c'est pas bien compliqué. Ayant de grandes filiations avec le shonen, ça se castagne souvent. Mais quand ça se castagne, c'est en grande pompe, monsieur. Grande taille des titans ou simple mégalomanie de l'auteur, quand ça se castagne dans la taille des titans, c'est toujours géant et violent. On se base beaucoup sur des combats physiques au niveau des titans, dans lesquels on retrouve des positions et des coups beaucoup plus réalistes que dans la majorité des shonen. Et quand ça se bat dans les airs, c'est majestueux, ça bouge dans tous les sens, on veut vraiment nous faire comprendre la vitesse et la performance physique des combattants. Et ça marche vraiment bien, on ressent vraiment la violence de chaque coup asséné et la folie furieuse de leur déplacement aérien. Mais ça c'est juste la partie visible des combats, parce qu'au-delà de ça, la violence est beaucoup plus marquée. On parle de complot politique ou de meurtres beaucoup plus organisés et donc violents de par sa forme et sa mise en place. Du côté de Hajin, c'est surtout l'aspect tuerie de masse qui est vraiment sidérant. Ça se passe beaucoup du côté du personnage de Sato et oh putain, je vous avais dit ou pas que j'adorais le personnage? Oui. Et quand celui-ci organise quelque chose, c'est dans le simple but de tuer n'importe qui. Tuer le plus de gens possible. Quand Sato décide de tuer des gens, c'est toujours dans des idées de folie pure. Détourner un avion et le faire s'écraser pour tuer tous ses passagers ou s'infiltrer seul dans un bâtiment ultra sécurisé pour décimer à 1 contre 100 tous les gardes. Et bah ces scènes on cherche à nous les rendre spectaculaires, mais pas spectaculaires dans le sens « Wouah putain ça en jette !» mais plutôt et c'est fou, mais ça marche. Hajin assemble ces scènes pour qu'on ait l'impression que c'est à la fois une machine totalement programmée à l'avance et à la fois de l'improvisation totale. Et cette vitesse et cette efficacité dans la violence et surtout dans le meurtre nous laisse totalement perplexes. On capte par-ci par-là des bribes de vie des soldats, nous faisant bien comprendre que ce sont des personnes vivantes. Juste avant d'investir une balle dans le crâne, nous faisant bien comprendre que ce sont des vies que prennent chaque personnage lorsqu'ils entreprennent ces actions. Assez ironique venant d'un manga où certains protagonistes sont immortels. Tout à fait, et Hajin se moque de ça et passe volontairement ces scènes en ironie. Et dans Tokyo Ghoul, on nous impose très clairement une violence totalement omniprésente et quasiment banalisée, à l'inverse d'Hajin, afin de bien nous plonger dans l'univers des ghouls où la mort est quelque chose de normal. Et quand la violence prend un autre aspect, c'est toujours dans un cadre extrêmement malsain. On parle quand même d'arracher les yeux d'une personne vivante pour les déguster dans un cadre raffiné, ou d'organiser une gigantesque vente aux enchères d'humains avant de les cuisiner vivants sous les yeux de leurs propriétaires. L'anthropophagie est ainsi totalement normalisée. On cherche bien à nous faire comprendre que dans le milieu des ghouls, les humains ne sont rien de plus que de la bouffe. Finalement, on cherche à déshumaniser l'humain lui-même. Et c'est également le cas du côté des humains, où on ne considère plus la ghoul que comme un parasite qu'il faut éliminer purement et simplement, en oubliant le côté vivant qu'il y a derrière. Dans chaque camp, on cherche, volontairement ou non, à oublier que de l'autre côté se trouvent également des individus conscients et intelligents, des êtres vivants. Irait-on jusqu'à parler de manga vegan? Non, c'est clairement pas la première volonté de Tokyo Ghoul, il cherche plutôt à nous inculquer l'idée évoquée plus tôt que aucun camp n'est à défendre plus que l'autre, et aucun camp n'est à blâmer plus que l'autre. Alors si la violence est spectaculaire et suspicieuse dans l'attaque des titans, terrifiante et consciente dans Hajin, et vicieuse et banalisée dans Tokyo Ghoul, sur quel point ces trois mangas sont-ils reliés dans le cadre de la violence? Eh bien à travers un truc qu'on adore tous, la torture. Alors c'est vrai que personnellement moi j'adore. Dans chaque manga on retrouve d'une façon ou d'une autre ce concept adoré de cette fantastique espèce qu'est la race humaine, qui après des millions d'années d'évolution a eu le temps de tester et d'expérimenter toutes sortes de moyens de torture à la fois physiques et psychologiques, toujours dans le but, ma foi relativement peu sympathique, de faire du mal à des gens. En tout ce temps on a donc eu l'occasion d'inventer des trucs comme le bûcher, le taser, la roue, le dépeçage, la fille du boueur, l'empalement, le crucifiement, la lapidation, la scie, les marches de la mort, la poire d'angoisse, la pendaison, le taureau d'airain, le berceau de Judas, l'écartèlement, la vierge de fer, l'âne espagnol, le fouettage, le waterboarding, la privation de sommeil, la cage, la manivelle intestinale, les camps de concentration et d'extermination, le supplice du rat, l'écraseur de tête, le siège à clous, la salle blanche, le briseur de genoux ou l'araignée espagnole. Bref, que de jolies idées qui font de l'être humain un joyeux déconneur toujours prêt à s'amuser. Alors la torture elle est assez explicite dans le trio Hyojin, mais si elle n'est pas vraiment plus abordée de ça chez l'attaque des titans, bien que l'on puisse retrouver quelques scènes d'interrogatoire à certains moments, elle est beaucoup plus marquante du côté d'Hajin, où l'on va se servir à la fois de la torture physique et psychologique, de type expérimenter toutes sortes de trucs sur un cobaye qui est de toute façon immortel mais qui ne ressent pas moins la douleur, ou confiner des individus dans des barils condamnés pendant plusieurs mois. Mais c'est bien encore une fois du côté de Tokyo Ghoul qu'on va se pencher, puisque celui-ci aborde un sujet assez intéressant, comment un excès de violence peut radicalement changer quelqu'un. Parce qu'on va pas se le cacher, la scène de torture de Tokyo Ghoul est quand même relativement choquante, extrêmement visuelle, explicite et surtout psychologique, autant du côté de la victime que du bourreau. Et c'est ce passage qui va marquer un tournant violent dans l'histoire, puisque comme je l'ai dit plus tôt, cela va catégoriquement changer les caractères du héros. En bref, dans chacune de ces séries, le passage de la torture est un point marquant qui va changer drastiquement le cours de l'intrigue. Bon,
Avec tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces séries? L'Attaque des Titans est un manga s'inscrivant à la fois dans les seinen avec son intrigue complexe et à la fois dans les shonen avec sa façon d'introduire des combats et des personnages. Capable de s'éparpiller scénaristiquement pour toujours revenir à son point de départ, il réalise une prouesse en nous proposant une intrigue brodée de mystères qu'on découvre un par un au fil de l'aventure. Tokyo Ghoul se penche beaucoup plus du côté seinen avec un univers extrêmement sombre parsemé d'hémoglobine qu'on cherche à tout prix à nous faire voir comme quelque chose de normal. Balançant aisément entre ghoul et humain, il réussira sans trop de difficulté à nous faire nous attacher à des personnages des deux camps, pourtant ennemis. Et Agile est une réussite transcendante, n'hésitant pas à nous embarquer dans une route parsemée de virages à 180 degrés, il semble se moquer de ce que nous pouvons anticiper et ne veut qu'une seule chose, nous déstabiliser en permanence avec des personnages complètement imprévisibles dont les traits de caractère nous sautent au visage avec véhémence pour nous en mettre plein la vue. Alors qu'est-ce qu'on aura appris au cours de cette vidéo? D'abord que le seinen n'est pas un genre à part entière, qu'il se rattache très souvent à d'autres, notamment le shonen, créant ainsi des hybrides expérimentaux toujours à la recherche de nouveaux trucs à explorer. Mais également que les mangas du trio Hatojin se rattachent entre eux par différents points, avec l'introduction d'un protagoniste dans un univers totalement inconnu, dans un cadre où il sera rejeté, resserrant ainsi la frontière entre le bien et le mal, le tout parsemé avec une violence à la fois physique, psychologique, mentale ou implicite. Et à bien y réfléchir, la plupart des seinen se basent également sur ce principe. Death Note, Monster ou Layer Game correspondent également à ces critères. Enfin bref, à travers cette vidéo, j'ai surtout voulu vous montrer le seinen sous un autre jour, sous une autre facette, en essayant d'analyser certaines œuvres et vous faire comprendre que malgré le fait qu'on ait l'impression que rien ne les unit, eh bien en fait elles se ressemblent énormément. Mais surtout j'espère vous avoir donné envie de découvrir les mangas dont je vous ai parlé, parce qu'ils sont quand même vachement bien, et que ce serait con de passer à côté. Précisons néanmoins que certains d'entre eux sont vraiment pour un public averti. On parle vraiment de seinen, c'est-à-dire que ça peut être très très glauque à certains moments. Ah, je veux juste caser une petite... voilà, c'est vraiment juste... Bon, allez, hop. C'est donc sur ces bonnes paroles que je termine cette vidéo qui semble, ma foi, déjà assez longue. Je vous souhaite donc une bonne année 2018 et j'espère vous retrouver bientôt dans des nouvelles vidéos qui, je l'espère vraiment, mais vraiment, mettront beaucoup moins de temps à arriver cette fois-ci. J'ai plein de nouvelles idées, ça va partir en prod, c'est sûr. Je vais faire plein de trucs. Voilà. À bientôt. Salut. Attends. C'est tout? Stop. Vous allez le constater, dans la séquence suivante, nos deux protagonistes vont avoir une conversation face à face. Néanmoins, nous pouvons remarquer un petit détail intriguant. Le reflet du susnommé Théobout 3 n'apparaît pas dans le miroir lorsque nous sommes en face du personnage bouc émissaire. Cette incohérence s'explique par le fait que je suis une merde. Voilà, et j'avais juste pas anticipé ça. Parce que je suis un peu con. Donc, voilà. N'en prenez pas compte, s'il vous plaît. Allez, on continue. Bah c'est tout, tu t'arrêtes comme ça ici? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Bah je sais pas, je suis juste surpris que t'arrêtes ta vidéo ici. Il y a un truc que je comprends pas. Bah dans toutes tes vidéos, t'essayes toujours de donner à chaque fois le côté positif et négatif de toutes les œuvres dont tu parles. Et là, après 10 pages d'écriture où t'as bien flatté chaque manga, t'en as pas dit du mal une seule seconde. J'avais peut-être rien à dire. Non, arrête, je te crois pas, t'as toujours des trucs à dire. Je te connais, ok? Alors pourquoi tu te retiens? Bah juste parce que j'en ai pas envie. J'ai dit dans l'intro que je revisitais un peu la formule. Donc désormais, il sera plus question de donner mon avis forcément à chaque fois, de critiquer ce dont je parle. Bah tu l'as bien fait pour les mangas pourtant. Mais je l'ai fait pour la forme, parce que pour instaurer un contexte au néophyte de ces œuvres, il fallait bien que je propose un point de vue. Ouais, à mon avis, t'oses juste plus ouvrir ta gueule. Quoi? Ouais, t'as juste peur de refaire la même gourde qu'avec Dunkerque, je comprends. Mais c'était pas une gourde, j'atteste encore aujourd'hui que Dunkerque c'est bien de la merde. Bah tu vois, tu recommences déjà à être salé. Sauf que là, t'as trop peur de te remettre à juste cracher ta haine sur des trucs que t'aimes pas parce que t'as peur que ton public se mette à penser que t'es un connard. Mais qu'est-ce que je m'en branle de mon public? Il est constitué de 50 personnes que je connais pour la plupart et qui regardent mes vidéos uniquement pour me faire plaisir. Et ben qu'est-ce qui te retient? En plus tu le sais que ça va faire marrer de voir un mec s'énerver tout seul dans sa chambre. Ça fera plus de vues. Oh putain d'accord, donc c'est ça ton objectif, faire plus de vues. Et tu penses vraiment que regarder un imbécile décérébré en train de gueuler, ça va faire plus de vues? Ouais. Eh ben je vais la faire alors ta gueulade, trou duc. Stéphano, active le mode subjectif. Mode subjectif enclenché. Bon, bah puisqu'il y a du sel dans l'air, va bien falloir s'énerver contre quelque chose. Concrètement, j'ai pas grand chose à reprocher à l'Attaque des Titans ou à Agin, à part quelques personnages un peu expédiés ou certains tomes d'une longueur épouvantable où il ne se passe rien. J'aime beaucoup ces séries. Mais Tokyo Ghoul... Oh putain, Tokyo Ghoul. Donc, un des points que j'ai pas abordé précédemment et qui rapproche Tokyo Ghoul du shonen, c'est ses personnages. Alors pas tant à travers leur caractère, mais plutôt à travers leur utilisation. Dans un shonen, on va privilégier les personnages qui plaisent au public, on va essayer de les garder en vie et au contraire se débarrasser de ceux qui ne leur plaisent pas. Règle dont ne s'encombre absolument pas Agin et l'Attaque des Titans, vous l'aurez donc compris. Donc du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des personnages... Je déteste Juzo.
Oh putain, je l'ai dit, yes! Putain, combien de fois j'ai entendu Juzo, un des meilleurs personnages de la série sans aucune espèce d'hésitation. Oh, ce personnage n'est juste pas consistant. Je sais qu'on adore tous les personnages un peu foufou, complètement timbrés. Et moi le premier. J'adore Xerxes, j'adore Cernunnos, j'adore Sander Cohen, nom de Dieu, embrasse-moi, je t'aime. Mais Juzo n'est juste pas cohérent, tous ses caractères donnent l'impression qu'il a été créé uniquement dans le but de plaire au public. Et ça n'est pas bien. Parce qu'au-delà du fait que... Oh, mais quel sacré foufou ce Juzo. Il se contredit lui-même. C'est à la fois un gamin ultra solitaire et en même temps hyper social. À la fois il a un passé que t'as pas envie de le connaître tellement il est horrible et il a l'air de s'en battre les couilles totalement et ça n'a aucun impact jamais dans l'histoire à aucun moment. Et si tu associes ça à son chara design de gamin émo puéril avec un caractère absolument insupportable, parce que qu'on soit clair, quand tu bosses chez les flics, tu as beau être extrêmement fort, si tu tues un agent en service, tu ne t'en sors pas avec une promotion. Sérieusement, même les autres agents ont l'air d'en avoir rien à foutre de lui. Attention, attention, manque critique d'objectivité. Mais frappez-le, faites-le redescendre de son petit nuage, faites-lui comprendre qu'il n'est qu'une petite merde. Une petite merde contre laquelle j'ai pas envie de me battre, certes, parce que je fais déjà pas le point en 1v1 contre une feuille de papier A4, mais une petite merde quand même. Une petite merde qui a intérêt à écouter ce qu'on lui dit et à prendre en compte la légère supériorité hiérarchique qui règne parmi les défenseurs de la justice. Et parmi les personnages insaccables de cette série, je pourrais également vous parler pendant longtemps de Akira, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On en parle du fait de nous introduire un personnage qu'on veut nous faire voir comme un héros, mais dont les traits de caractère se résument à... Je suis un connard. C'est juste fou de pouvoir créer un personnage aussi détestable. Parce que qu'on soit clair, des raclures de chiottes dans les heures, il y en a toujours eu, et ce sont toujours des très bons personnages. Le grand coordinateur, Kelvin J. Candy ou encore Wallace Breen. Si ce n'est que la différence, c'est que ces personnages sont clairement montrés comme des vilains, pas des héros. Non, parce que si t'es assez chiante et maniaque pour vouloir tutoyer tes supérieurs parce que tu manges, c'est plus rapide à dire que vous mangez et que tu veux ainsi gagner du temps, ferme directement ta gueule. Tu vas gagner beaucoup plus de temps et tu vas m'éviter un AVC. Ouais, mais tu comprends, c'est parce que c'est une femme forte, alors il faut qu'elle soit imposante. Non, non, non. Shimomura Izumi, Undyne, Béatrice Kido, Shell, Nausicaa, Ripley, Sophia Lamb, Julie Kidman, Xiong Mao, San, sont toutes des femmes extrêmement badass et ont toutes comme point commun de ne pas être des incommensurables connasses. Je te trouve un tantinet vulgaire. Au passage, sachez tous autant que vous êtes que je trouve la fin de Tokyo Ghoul remarquable. Un exemple parmi les genres du seinen et du manga en général. Résumons absolument tout ce que la série a essayé de nous montrer du début à la fin dans un final majestueux. Et là où n'importe qui se serait dit qu'il fallait offrir une sublime sépulture à ce cadavre, non! Vous vous êtes dit que c'était mieux d'accrocher son corps à des fils et le faire bouger pour faire croire qu'il était encore vivant. Bonjour, je suis Tokyo Ghoul. Et ça a donné cette suite que j'associerais plus à une tentative désespérée de nécromancie, mais que vous avez préféré appeler Tokyo Ghoul Re. Attention, attention, seuil de subjectivité atteint. Et Tokyo Ghoul Re est une honte. Tokyo Ghoul Re s'entête à violer tous les préceptes que son prédécesseur s'était fait chier à mettre en place. Et même au-delà de ça, je n'arrive pas à voir Tokyo Ghoul Re autrement que comme une série se basant uniquement sur un seul pilier, le fan service. Et vas-y, qu'au lieu de te créer un nouveau personnage, on en ressuscite un autre et puis qu'on lui efface la mémoire pour dire qu'en fait c'est le même, mais c'est plus vraiment le même. Viens jouer avec moi. Et puis comme ça, bah les fans ils vont être contents, ils vont acheter, ils vont donner plein d'argent, donnez-moi. Et alors le principe de la dichotomie gentil-méchant, cette fois-ci vous pouvez vous le foutre où je pense. Et quand je parle de où je pense, je parle de mon cul. Parce que là, les gentils, bon bah c'est les humains, hein. Les ghouls, elles sont pas très gentilles, il faut les tuer, attention, hein. C'est des méchants. Et puis maintenant, bah y a pas que les ghouls, il y a aussi les quinques. Et les quinques, en fait, c'est pas des ghouls et c'est pas des humains. C'est entre les deux. En fait, c'est des ghouls, mais qui peuvent manger autre chose que des humains. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est putain, je vais tuer quelqu'un. Mais vous vous rendez compte que toutes les nouvelles idées instaurées par Tokyo Ghoul Re vont à l'encontre de ce qu'a fait Tokyo Ghoul et nom de Dieu, vous avez laissé Juzo. Mais c'est juste incroyable, cette série va à l'encontre des lois de l'univers. C'est le summum de l'intolérable, la quintessence de la honte. Vous vous rendez compte que cette série va probablement causer la mort de centaines de milliers de personnes fusillées de l'intérieur par un tel niveau de conneries? Vous vous rendez compte que c'est cette série qui a poussé Trump à se présenter aux élections et que c'est elle qui l'a fait gagner? Vous vous rendez compte que vous êtes con, que vous avez ruiné des années de travail intensif pour donner une soupe dégueulasse qui a la même couleur que la précédente et vous vous êtes dit que votre public serait suffisamment con pour la manger et vous aviez raison en plus de ça. Parce que c'est tout autant de votre faute que de celle de votre public qui accepte aveuglément de se baigner dans cette soupe sans se demander si cette merde en vaut vraiment la peine. Oh! You in to see that